Patrick. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien Canivez. Ça va Damien? Super Nicolas, vous m'avez pas donné d'adjectif aujourd'hui. Vous avez mis votre costume de mafieux. Oui, exactement. Le petit costume à rayures de mafieux italien. Vous me devez de l'argent d'ailleurs. Très bien. Et nos invités du jour, vous allez les découvrir tout de suite. Ils sont liés pour la vie et pour cause. Le Buzz TV reçoit pour la première fois une mère et son fils. Et bien malin qui aurait pu prévoir qu'ils écriraient ensemble un livre. Elle travaille dans la fonction publique. Il est l'un des plus grands gagnants de l'histoire des jeux TV. Et ensemble, ils livrent un témoignage à quatre mains, sensible et sincère sur leur vie de famille. Bonjour Sophie Elkarat. Bonjour Paul Elkarat. Bonjour. Ravi de vous avoir avec nous. Vous publiez Atypique aux éditions HarperCollins. Et pour la première fois, Sophie, vous racontez l'histoire de votre fils. Paul, atteint du syndrome d'Asperger. Et d'ailleurs, avant qu'on parle en détail de ce livre, je voudrais parler du début du livre, moi qui m'a beaucoup touché, puisque vous débutez avec une lettre. C'est pas vos mots. Une lettre d'une certaine Nathalie qui vous a écrit pour vous dire merci. Est-ce que vous pouvez me raconter pourquoi et m'expliquer qui sont ces gens qui vous écrivent? Voilà. Alors la genèse de ce livre, effectivement, et vous faites bien de commencer par ça, c'est effectivement que depuis que Paul est connu et visible en tant qu'autiste porteur du syndrome d'Asperger, je préfère porteur que atteint. Après, je suis atteint aussi. Mais... de quelque chose. Oui, c'est vrai. Non, il y en a plein qui sont atteints de conneries. Par contre. Ça, c'est une autre affaire. Je l'ai aussi celui-là, vous voyez, on n'est pas parfait. Hein. Et donc, donc du coup, depuis que Paul est connu, je suis régulièrement sollicitée par des parents qui sont perdus, qui sont parfois en déshérence diagnostique, qui sont en souffrance. Donc j'ai j'ai des appels téléphoniques, j'ai des mails, j'ai des SMS, j'ai des courriers écrits. Et donc effectivement, il y a un moment où je me dis, je vais partager avec les familles, les personnels éducatifs ou de santé qui sont souvent pas formés du tout ou pas assez formés, et tous les gens qui s'intéressent. Ce que j'ai capitalisé, moi, avec mon expérience de Paul. Voilà. Et l'espoir que vous leur redonnez aussi un peu, quelque part, sans doute. Hein. Exactement. C'est ça? Exactement. Paul, est-ce que quand vous avez participé aux 12 coups de midi, vous pensiez que quelques années après, vous alliez devenir un porte-étendard de la cause autistique? Parce qu'aujourd'hui, c'est presque le cas. Je ne sais pas si c'est malgré vous ou si vous l'assumez, mais vous êtes un peu ce porte-étendard aujourd'hui. D'accord. Oui. J'assume d'être ce que je suis. À aucun moment je renie ma personne, aucun moment, même si c'est extrêmement compliqué. Mais d'être le porte-étendard, en revanche, c'est peut-être un terme un peu fort pour moi, parce que justement, je ne représente que ma propre personne, que ma propre personnalité, et que ma propre psychologie aussi, et c'est-à-dire que j'ai une forme d'autisme parmi des millions d'autres, et c'est compliqué de se faire le porte-étendard d'un syndrome aussi hétéroclite, aussi vaste, aussi spectral, j'ai envie de dire. Et donc c'est quand même une tâche qui m'incombe et à laquelle je réponds avec grand plaisir, grande déférence. Mais de là à être considéré comme tel, c'est peut-être un peu trop pour moi, en sachant que la disparité de personnes avec autisme est quand même assez importante, et que le TSA, assez forte. Effectivement, est large. Effectivement, on en parlera. Exactement. Et Paul, dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'au fur et à mesure que les années passent, les téléspectateurs et même vos collègues ne vous voient plus comme Paul Elkarat, porteur du syndrome d'Asperger, mais comme Paul Elkarat, le chroniqueur des grosses têtes, comme le sociétaire des grosses têtes, comme celui qui a gagné les 12 coups de midi. Est-ce que c'est pas ça votre plus grande victoire? C'est que vous ayez réussi quelque part à faire oublier le fait que vous étiez atteint du syndrome d'Asperger et que vous étiez une personne drôle, une personne cultivée. Alors, je tiens à préciser que quand j'étais à l'émission, et quand j'étais aux 12 coups de midi, et quand je suis arrivé à RTL encore plus, les gens m'ont pas vu comme étant quelqu'un de porteur d'autisme. Du coup, ça contredit un peu cette version-là, dans le sens où ils m'ont pas vu d'entrée de jeu comme tel. Il y en a même, fallait leur expliquer que je l'étais, parce qu'ils le voyaient pas. Tous mes collègues grosses têtes, par exemple, j'ai dû leur expliquer que j'étais porteur d'Asperger, que ça se matérialisait de telle façon, que j'avais des manières de fonctionner, des façons d'être qui étaient quand même à part entière, et donc et
Laurent l'a aussi fait, et j'ai eu des agents, et Laurent Ruquier évidemment, et mes agents aussi se sont permis de le faire, et avec intérêt. Et donc là, à ce moment précis, j'étais au-delà de ce que je peux être en étant autiste. Au final, une personne avec autisme n'est pas entièrement autiste, elle est plein d'autres choses, parce que l'autisme, c'est être à soi, c'est être enfermé en soi, ou c'est être tourné vers soi. Tout être humain, aussi autiste qu'il puisse être, n'est pas entièrement tourné vers soi, c'est impossible. Donc, au même titre qu'il est très rare ceux qui sont en mesure de vivre seuls toute leur vie, les quelques moines cénobites qui traînent sont quand même assez rares. Mais même les misanthropes parfois ont besoin de voir des gens. Surtout pour alimenter leur misanthropie, justement. Absolument. En tout cas, c'est très intéressant, et ça rejoint effectivement cette image de syndrome invisible que vous décrivez dans le livre aussi, Sophie, et qui est difficile à voir pour les autres. On va parler dans un instant de ce livre incroyable, Atypique. Ce sera juste après les news médias de Damien Canives. Et on démarre ces infos médias, Damien, avec la déprogrammation de France 2 ce jeudi. Oui, toutes celles et ceux qui vibrent devant les enquêtes de Cache Investigation devront patienter avant de retrouver le célèbre magazine d'enquête, parce que la chaîne publique a décidé de reporter ce nouveau numéro présenté par Élise Lucet en raison de l'actualité politique. Ah, il sait tout, franchement, vous lisez la presse. On a fait la promotion, on veut que parler de ça. Ah bah oui, mais bon, c'est normal. Effectivement, ce jeudi, c'est Caroline Roux qui va s'inviter en première partie de soirée sur France 2 avec son émission baptisée L'événement. Elle interrogera en direct le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, en effet. Exactement. Alors sur le narcotrafic, déjà, la nouvelle loi qui vient de passer à l'Assemblée nationale, les tensions avec l'Algérie, mais aussi et surtout la récente condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité de 5 ans. L'ancienne patronne du Rassemblement national a été condamnée, on le rappelle, ce lundi par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Et en plus de l'impossibilité de se présenter à un nouveau scrutin pour le moment, elle écope d'une amende de 100 000 € et doit purger une peine de prison de 4 ans, dont 2 avec exécution immédiate sous bracelet électronique. Marine Le Pen a fait appel. Absolument. On sait que la politique, c'est un sujet de conversation très inflammable, notamment dans les repas de famille. Ça vous arrive d'en parler entre vous, de politique, Sophie, Ah oui, Paul? très souvent. Très souvent. Et vous êtes d'accord ou pas du tout? Politique sur fond historique. Sur fond géopolitique. Et sur fond historique, les deux, c'est-à-dire la jeunesse de tout mouvement, la jeunesse de toute chose. Et je pense justement que ce sujet est brûlant aussi parce que les gens sont complètement, on va dire, abrutis, du verbe abrutir. Je les insulte pas. Par ce qui peut être raconté à la télévision, et ils se laissent facilement aussi manipuler. Du fait aussi d'une ignorance qui peut être latente sur certains sujets, et donc c'est d'autant plus compliqué quand on n'a pas toutes les informations et qu'on se base uniquement sur la télé et qu'on n'ouvre pas un bouquin et qu'on ne va pas se ressourcer à travers les ouvrages qui sont racontés d'une époque donnée, etc. Donc la lecture est aussi importante dans ce domaine-là, et comme on lit de moins en moins, je pense que les gens vont se fier de plus en plus à ce qui est raconté à la télé, et c'est ça qui va sur être terrible. Sur les réseaux sociaux, ce qui peut être aussi pire, effectivement, mais la télé, vous pensez qu'elle n'est pas forcément... qu'elle est un peu arbitraire, qu'elle n'est pas toujours neutre dans le traitement de la politique. Trop souvent orientée, elle manque vraiment Sophie qui comme ça d'un coup. Ma mère a un peu de mal à aborder ce sujet de peur de dire une bêtise. Oui. Mais moi personnellement, je considère qu'il faille dire certaines choses sur la politique, parce que justement, si on se force à dire certaines choses, c'est aussi pour d'utilité publique, on va dire. Donc si on laisse dire des personnes qui ne sont pas forcément en phase avec ce qui peut être raconté, c'est quand même problématique, et donc il faut des gens qui maîtrisent un peu pour pouvoir avoir une vraie discussion. Pour pouvoir réagir sur ça. Damien, on poursuit. Oui. On reste un peu dans la politique cette fois-ci, avec un clash, une petite altercation qui a eu lieu sur le plateau de CCI. Oui, pourtant ce n'est pas le plateau le plus ingérable du paysage audiovisuel français. C'est plutôt calme, mais là, lundi justement, à la suite de la condamnation de Marine Le Pen, le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul, lui aussi condamné dans l'affaire des assistants parlementaires européens, était l'invité de Darius Rogemin sur la chaîne d'information en continu du groupe TF1. Et alors qu'il était interrompu dans sa démonstration par Patrick Klugman, l'avocat, il lui a lancé un fermez-la qui a quelque peu embrasé le plateau. Vous imaginez bien, un brouhaha assez inaudible d'ailleurs a éclaté entre les deux intervenants face à un présentateur qui a demandé au député RN de retirer
tirer son propos. On peut être vif, même parfois un peu emporté, mais pas de fermer là. Ce n'est pas le ton qui est de circonstance. Voilà les propos de Darius Rochebin qui ont conclu un échange bien viril entre les deux. Il n'empêche que la tension restait assez palpable après sur le plateau. Ça vous est déjà arrivé, Paul, vous sur un plateau, ce soit les 12 coups de midi ou aux grosses têtes, de vous écharper avec quelqu'un comme ça en direct, d'avoir une vraie polémique, un ton un peu vif? Ça vous est arrivé ou pas? Non, je crois pas. Par contre, me faire apostropher, alpaguer... Dans la rue? Non, pas dans la rue, non, sur un plateau, sur un plateau, ou grosse tête, ça peut arriver, mais je préfère laisser couler au risque que cela m'impacte personnellement, que ça me porte préjudice. Donc moi je considère que tout propos que je prononce est réfléchi. Donc si l'autre en face n'a pas la décence ou l'honnêteté de reconnaître certains traits, après moi il n'y a pas de problème. Je pense pas avoir quelque chose à me reprocher quand je parle par exemple d'un sujet historique en plateau et qu'après on me contredise parce qu'ils considèrent que c'est pas juste. Voilà, ça a pu arriver aussi. Et moi, je dis non, c'est bien comme ça. Mais ça, c'est même en dehors des plateaux, ça peut arriver. Et Sophie, vous suivez avec attention le parcours médiatique de votre fils. Comment vous avez réagi lorsque vous avez découvert que c'était l'un des plus grands champions des 12 coups de midi à l'époque, lorsqu'il y participait à l'émission de TF1 ? Alors, en fait, c'est... comment dire ? C'était pas parti pour au départ, puisque aucune condition n'était remplie pour que ça dure aussi longtemps. Je me suis beaucoup inquiétée de sa capacité à... 153 participations, on le rappelle quand même. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une émission qui est... il y a 5 émissions par après-midi. On tourne, par jour, 5 émissions. Entre midi et demi et 20h. Et donc, c'était compliqué quand même pour lui de faire 5 émissions d'affilée. Donc, je me disais, il y a un moment, on ne va pas arriver jusqu'au bout, mais il a bien tenu le choc. Voilà. Et derrière, ça a été un engouement du public extraordinaire, avec un amour qui est toujours d'actualité. On l'a bien vu. On était au Salon du Livre d'Aumale, qui est un petit village au fin fond de la Normandie, et où le livre a été lancé en avant-première. Et au cas où on aurait oublié la ferveur d'il y a 6 ans, des 12 coups de midi, là, elle est intacte. Et les gens lui ont apporté beaucoup d'amour, d'affection. Et voilà, donc ça a été vraiment une aventure... Sa vie a changé entre avant et après. Donc, mais pour répondre à votre question plus précisément, je ne pensais pas que ça irait plus loin qu'une émission, en fait. Voilà. Bon, donc vous êtes trompé 153 fois. Voilà, exactement. C'est à peu près ça. J'assume cette erreur, Merci complètement. Damien, c'est fini pour les news médias aujourd'hui. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Sophie et Paul Elkarat. Atypique, c'est le titre du livre que vous publiez aux éditions HarperCollins tous les deux. C'est vous qui en êtes la narratrice, Sophie. Il y a des interventions régulières de Paul dans le livre, ce qui est assez plaisant et à lire. Alors c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup moins que votre fils. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours en quelques mots? Vous travaillez dans la fonction publique, c'est ça? Oui. Je travaille dans la fonction publique. Et vous avez beaucoup voyagé, Vous avez en Martinique, à La Réunion, partout en France, vous avez beaucoup déménagé. Les fonctionnaires, à partir d'un certain niveau, sont astreints à la mobilité pour entre guillemets, faire carrière. C'est un mot que j'aime pas tellement, mais effectivement, on a cette chance de pouvoir changer de poste et changer de lieu. Donc moi, j'ai servi l'État, ça fait 30 ans, là, et j'ai été 10 ans en Outre-mer. Et j'ai eu plusieurs postes sur différentes politiques publiques, l'aménagement du territoire, le logement, Et aujourd'hui, je travaille au ministère des Armées. Et c'est évidemment, j'imagine, intéressant. Paul, pour vous, est-ce que vous êtes senti dans votre jeunesse un peu ballotté comme ça au gré, ou est-ce qu'au final c'était sympa d'avoir des endroits différents, ou est-ce que c'était compliqué pour vous de déménager à chaque fois et de découvrir de nouveaux endroits? Les deux, j'imagine. Déménager, c'est comme je le dis, le déménagement c'est un nouveau départ, ce sont des habitudes à mettre au placard, c'est une nouvelle destination, un nouvel environnement, une nouvelle école, tout dépend à quel stade je me situais, nouvelle école, nouveau collège, etc. Nouveau climat, nouveau paysage. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui est nouveau. Et oui, passer de la métropole au dom-tom, c'était quelque chose
un choc. d'assez, Ça change, ça a c'est été vrai. quelque chose d'assez étonnant, mais de par le travail de fonctionnaire de ma mère, on a pu voir du pays et voir le territoire français dans sa quasi-intégralité, si je puis dire. Diversité. Ouais. Sa diversité, évidemment. Et donc ça c'est louable parce que j'aime beaucoup voyager et j'aime découvrir des pans entiers de régions, de zones et de pays que beaucoup d'autres familles n'ont pas la chance de voir. Et grâce au travail de ma mère, c'est ce qui a été fait. Donc, Et d'assouvir votre passion pour les plaques d'immatriculation, du coup. ouais, Parce bon, que ça, après, on sait, après, vous c'est le une décrivez dans le livre, les plaques d'immatriculation, c'est un Après, hobby. hein. après, vous attendez pas à une plaque grecque en Martinique. Mais Non, on est d'accord. c'est des plaques françaises, donc ça va. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de 972 du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors c'est vrai, Sophie, on apprend dans ce livre que vous rencontrez Ali, votre mari et papa de Paul en France, alors qu'il est athlète de haut niveau, champion de cross-country et d'origine algérienne. Vous vous installez... marocaine. Marocaine. Et vous... Ouh là là. Attention là. Là, Il y a Attention. incident diplomatique. j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Non. Vous vous installez donc en région parisienne, je parle sous votre contrôle, jusqu'à la naissance de Paul en juin 1999. C'est votre premier bébé, vous êtes stressé à ce moment-là. Oui. Et pourtant, vous dites que c'est un bébé comme les autres et que rien ne permet véritablement d'imaginer qu'il est porteur d'un handicap. En fait, Non. Paul, c'était un bébé normal comme les autres. Quoi. Tout à Il y a fait. pas de- Oui. Il n'y avait aucun signe qui pouvait montrer que Paul... Bon, pouvait il voulait être, pas trop sortir, il voulait pas venir en fait. Ouais. Ça, peut-être que c'était un signe avant-coureur, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas tiré plus de Ouais, parce que conclusions vous que ça. remarquez qu'il vous défie régulièrement, qu'il vous Alors ça, c'est à partir de désobéit, 3 ans, voilà, ouais. qu'il prend Oui, pas oui. trop l'initiative d'aller vers les gens, notamment pour les câlins. Oui. C'est quoi le problème des câlins, Paul? Expliquez-nous. Vous n'avez pas les câlins C'est-à-dire quand j'étais petit, après il y a une évolution qui s'opère, on reste jamais Bien le sûr. même. Mais elle est étonnante votre question dans le sens où vous étiez étonné. Mais c'est parce que Sophie vous le dit, non, il y avait un problème de câlin avec Oui. Paul, c'est sûr. Ouais. oui, bien Alors, sûr, mais c'est, ça, c'est quand j'ai grandi. Ouais. Si je remets dans le contexte d'un TSA, d'un trouble du spectre Du spectre autistique, autistique, oui. il y a le problème de l'hypersensibilité à la lumière, au son, etc., et aussi au toucher. C'est-à-dire qu'en général, on a quand même dans les personnes neuroatypiques des personnes qui n'aiment pas le contact physique. Voilà. Et Paul, il a toujours ce recul par rapport au contact physique, même s'il y a eu quand même beaucoup de progrès. Et là, il y a quand même toujours des réflexes. C'est-à-dire, si je le touche, il va me retoucher. D'accord. Voilà, des choses comme ça. Donc, ça y est. Voilà, c'est fait. C'est vous qui êtes chat maintenant. Voilà, c'est ça. Mais c'est quelque chose de voilà c'est ça peut être un des symptômes qui permettent d'identifier aussi les personnes porteurs de TSA. Ouais. Et en fait, le Porteuses moment de où vous TSA. inquiétez, c'est au moment où il y a des crises de colère, des tocs aussi Oui, également de la part de Paul, de l'agressivité. Oui. À ce moment-là, le pédiatre, il vous dit quoi? Ah ben il me dit, mais tous les médecins, Ouais. jusqu'au Jusqu'aux 16 diagnostic, ans, jusqu'au diagnostic tous en les Martinique. médecins, qu'ils soient généralistes, Ouais. pédiatres, psychiatres, pédopsychiatres, neuropsychiatres, absolument tous m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Ouais. Problème de diagnostic, clairement. Voilà. Ouais. Et que, alors, on a différentes analyses. Hein. Ça peut être, nous les parents, on est fatigués parce que c'est un enfant un peu vif et qu'on est dépassé. Ça peut être, il n'a pas de névrose, il n'a pas de psychose. Ça, c'est la version psy. Voilà. Et pour cause, c'est un problème neurologique, l'autisme. Donc, voilà. Donc, non, c'est voilà. On n'a pas de. Alors, ils écoutent. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu d'écoute, mais derrière, comme il n'y a pas la formation chez ces professionnels-là, Ouais. et la sensibilisation, puisque même je crois qu'encore aujourd'hui, dans les études de médecine, il y a peut-être un cours de quelques heures sur l'autisme, ce qui est fou, mais c'est Ah oui, encore le une cas. étude de médecine générale, Alors c'est j'espère ça, que je ne dis d'accord. pas de bêtises, parce que sinon je... Non, mais bien sûr, mais je espérons pense ça évolue, en tout cas, que c'est voilà, sûr, mais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple le rapport sur l'autisme Asperger par Hans Asperger, qui est le médecin autrichien qui a mis le doigt sur ce sujet, il a été traduit en français en 1998. Ouais, Donc c'est on pas est, dingue, on il y a est même sur pas des à faire choses un peu plus de 25 ans. extrêmement récentes. Voilà. Et alors justement, vous parliez de la Martinique. C'est en Martinique, au centre de ressources de l'autisme, Oui. Que Paul est diagnostiqué Oui. du syndrome d'Asperger. À 16 ans, Paul, à ce moment-là, vous dites dans le livre, la première chose qui vient, c'est le soulagement. Pourquoi ? Parce que vous pouviez enfin mettre un nom, c'est ça ?
Soulagement, car au-delà d'être dans une case, de toute façon on l'est tous plus ou moins dans une case, oui. Mais là ça permet, j'étais encore dans le cadre scolaire, ça permet justement d'amener à des aménagements, ça permet justement une évolution dite positive sur la manière que l'on a de prendre en charge les personnalités porteurs d'autisme et porteuses d'autisme. Et au final, il y a toujours un aspect bienfaisant à mettre le doigt sur le souci, le nerf de la guerre, on va dire, principal, qui me concernait, qui était l'autisme. Et justement, après, mettre des dispositifs en place pour éviter justement le plus possible d'entrer dans une crise, d'être dans un environnement stable, où les habiletés sociales sont limitées, où justement les stéréotypies sont plus acceptées, où on va dire j'ai plus le mot. J'ai perdu le mot. Attendez, je recherche. Il est où là? Non, j'ai un mot qui part. Non, et accepter toutes les étrangetés, les singularités qui peuvent apparaître à une tierce personne neurotypique, comme on dit, c'est-à-dire non autiste, qui en viendrait à être face à moi et à me considérer d'un œil assez critique, oui, parce qu'on est en permanence sous le projecteur de la critique injuste et partiale. Donc il est aussi nécessaire justement de faire prendre conscience aux gens et par ce biais de définir et d'expliquer aux individus ce que c'est en leur mettant un cadre, c'est-à-dire le nom de ce que c'est avec les explications multiples. Alors que si on part avec zéro information et ne pas savoir de quoi l'on parle, ce qui est juste décrire ce qu'est une personne, alors qu'il y a il y a des millions de personnes qui sont dans ce spectre de l'autisme, qu'ils soient Asperger ou autre, ça permet une meilleure appréhension et définition de l'autisme dans sa globalité. Du moins, on tend vers cette globalité qui est de comprendre l'autisme. Et Paul, on sait que c'est compliqué parfois dans les relations entre les uns et les autres. En amour, ça peut être compliqué aussi. Est-ce qu'on peut trouver l'amour lorsqu'on est porteur du syndrome d'Asperger ? Vous dites à chaque fois c'est un fiasco total. C'est ce que vous dites dans le livre, les histoires amoureuses. C'est drôle. Vous persévérez quand même ou pas? Vous persévérez? Vous donnez des conseils, Sophie? Alors, moi je voudrais faire juste une petite mise en perspective. Pourquoi il y a ce problème de l'amour? Parce que bon, je comprends bien le sujet qui va intéresser tout le monde et qui est très attractif. Alors derrière, il y a des choses. Pour l'amitié, c'est difficile. Alors j'explique pourquoi il y a ce problème-là. Le problème et le cœur du handicap, c'est la difficulté totale ou partielle à décoder, à décrypter les codes sociaux. Or, qu'est-ce qui est plus codé que quelque part l'amitié et encore plus l'amour, bien sûr, oui. les relations hommes-femmes, voilà. Bon, donc le problème, c'est que le handicap invisible, c'est je suis dans un pays étranger, je ne décode pas les codes sociaux, les codes qui régissent les interactions entre personnes. Amis, voilà. Donc en fait, c'est comme si vous alliez dans un pays étranger, vous ne maîtrisez pas les codes de politesse, vous faites des choses qui sont aberrantes pour le pays dans lequel vous êtes, et à chaque fois vous êtes à côté de la plaque, et les gens ou se moquent de vous, ou vous trouvent bizarre, ou vous trouvent mal élevé, mal poli, etc., etc. Donc dans ce cadre-là, effectivement, la relation amoureuse, c'est un piège, c'est un terrain miné, c'est le lieu de tous les dangers. Avec une fille, il scanne de A à Z, c'est le lieu de tous les dangers. C'est difficile, c'est le plus. Il y a ça, il y a l'entretien d'embauche aussi. Oui. Vous voyez, le milieu professionnel. Oui, bien sûr. Voilà, les personnes porteuses de TSA vont être capables d'aller expliquer en quoi ils sont complètement nuls et pas faits pour le job. Voilà, alors que c'est pas vrai en plus, qu'ils ont des choses à faire valoir. Donc voilà, c'est le problème de fond, c'est l'absence totale ou partielle de décodage des codes sociaux. Vous êtes célibataire ou pas, Paul, alors? C'est ça la question. Il va se calmer, lui. Il va se calmer, Damien. Pardon, mais... oui, comme depuis que je suis né. Ça change pas. On change pas une équipe qui gagne. Oh bah si, ça va changer. Avec moi, on est déjà beaucoup. Donc c'est compliqué de laisser la place aussi à autrui. C'était pareil dans ma famille, c'est pareil avec une tierce personne, une
amoureuse ou je ne sais quoi encore. Mais vous avez envie aussi de prendre cette indépendance-là avant peut-être évidemment une relation amoureuse dans votre vie, ou est-ce que ça vous angoisse trop? Vous dites que ça vous atteint quand même quand on remet en cause votre autonomie, surtout quand ça vient de votre mère. C'est ce que vous écrivez dans le livre. Vous dites, ma mère, à un moment, il faut qu'elle comprenne que oui, je peux être aussi autonome, que je peux me débrouiller. Bien sûr, mais il y a aussi cette difficulté à comprendre que ce n'est pas la volonté qui manque d'autonomisation de ma personne, c'est-à-dire être en mesure de me gérer. Je suis, au final, je suis autonome. Vous faites, mais parfois vous venez à Paris tout seul pendant plusieurs jours. C'est une réalité, je suis autonome. Mais après, au fur et à mesure où on m'interroge, ma vie évolue aussi. C'est-à-dire qu'à un moment où on a interrogé il y a 2 ans, c'est peut-être plus aussi le cas qu'aujourd'hui. Mais il y a aussi des choses qui sont toujours gérées, qu'on soit autiste ou pas, par les parents. Et en l'occurrence, il est vrai que concernant les papiers administratifs, les impôts, etc., c'est ma chère mère ici présente qui le fait. Mais après, évidemment que pour les déplacements, les rendez-vous, aller aux grosses têtes, faire des sorties, oui, après je suis la moitié du temps à Paris aussi pour raisons professionnelles, là pour la promotion, mais pour les grosses têtes toutes les 2 semaines. Donc non, je me débrouille et je me gère plutôt bien. En tout cas jusqu'à présent, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais pour le moment ça va. Et donc, vous l'encouragez, Sophie, aussi, à cette autonomie permanente? Non seulement je l'encourage, mais je le pousse vivement. Voilà. Sors de la maison. On essaye. Allez, vas-y, sors. Non, mais en fait, il y a des choses. En fait, c'est pas une situation figée. C'est ça que je dis aussi, c'est un de mes principaux messages aux parents, c'est qu'il y a toujours espoir de progresser et d'avancer. Parce que, je veux dire, avec de l'accompagnement, de la pédagogie, les personnes avec TSA, elles peuvent progresser. Évidemment, tout le monde n'a pas la même capacité au progrès. Mais je veux dire, il y a des choses qu'il était incapable de faire, comme prendre le métro, la première émission des 12 coups de midi. C'était juste pas possible. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Facile. Donc il y a toujours des progrès. Et il y a des phases de stagnation, des phases où je lui dis d'ailleurs, là, en ce moment, tu n'avances plus du tout. Voilà. Donc c'est fluctuant, mais en tout cas, il y a toujours une marge de progrès. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est très important. Damien, on arrive au bout de l'émission déjà. Très rapidement, Paul, vous pensez quoi d'Emilien dans les 12 coups de midi? Vous l'avez regardé? Ah oui, oui, j'ai suivi. Après, 2 millions d'euros, 550 participations. Il s'arrêtera jamais. C'est pas possible. Là, faut arrêter un petit peu. Ouais, c'est ça. Sinon, après, ça va tuer le jeu. Personne ne va être en mesure de remonter, quoi. C'est pour ça, à un moment, il faut peut-être mettre une petite marge de. Il faut lui mettre une question impossible, un truc comme ça, une petite marge de manœuvre aussi. Donc là, elle est quand même assez importante. Oui, il faudrait qu'il y ait une fin, parce que beaucoup de gens s'impatientent aussi. Il faut entendre le public, il faut le comprendre aussi. Alors je dis pas que du jour au lendemain, faut le faire partir, mais parce que je pense que s'il a réussi jusqu'à présent, c'est qu'il y a un certain mérite, et ça je lui reconnais sans aucun problème. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand c'est trop de participation, trop de présence, trop d'argent, ça interroge aussi. Et il y a aussi cette injustice vis-à-vis des autres, en sachant ce que cela induit aussi pour les personnes qui regardent et qui sont aussi victimes, entre guillemets. Et ceux qui auront envie d'aller tenter leur chance, c'est sûr. C'est exactement ça. Merci beaucoup en tout cas, Sophie et Paul Carat. Merci d'être passé nous voir. Votre livre Atypique est paru aux éditions HarperCollins. Il est absolument passionnant, intime et sincère à la fois. Et notamment à la fin aussi, Sophie, vous donnez plein d'annexes très importantes, des conseils de lecture pour savoir plus sur l'autisme, des associations qui vous aident, des adresses utiles. Et c'est très important, notamment pour les gens qui sont touchés par l'autisme. Damien, on se retrouve demain, nous. Absolument. Ce sera Laurence de Charette, la directrice du Figaro TV, qui sera sur notre plateau pour parler d'un documentaire exceptionnel. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité.